Chers collègues, la séance est ouverte. Avant de procéder à l'audition de notre invité qui est prévue à 11 heures, nous devons procéder à plusieurs nominations qui justifient que j'ouvre cette séance en amont afin de ne pas interférer avec nos débats. Si ces nominations se passent bien, il n'y a pas de raison qu'elles se passent mal. Je lèverai donc la séance quelques instants, le temps de laisser à notre invité le temps d'arriver. Ce sera l'histoire de 5 minutes. Il y a un peu de café à l'entrée pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'en profiter en arrivant. Nous allons donc commencer par la nomination des deux co-rapporteurs sur le contrat d'objectifs et de moyens 2024-2028 de France Média Monde. Nous devons procéder à cette désignation des deux rapporteurs qui éclaireront l'avis de notre commission sur le contrat d'objectifs et de moyens entre l'État et France Média Monde pour les années 2024 à 2028. La transmission de ce document au Parlement est intervenue le 18 juin dernier et je précise que les rapporteurs auront évidemment à cœur de veiller à ce que l'articulation entre le contrat d'objectifs et de moyens et les moyens qui seront accordés à France Média Monde dans le cadre de la loi de finances soit bien cohérent, mais je compte sur Alain David et Jean-François Portarieux, si la commission consent à les désigner, pour y veiller. Puisque sur la base des décisions du... Je serai très attentif également. Sur la base des décisions du bureau attribuant ce rapport à des membres issus des groupes socialistes et apparentés et Horizon et Indépendants, j'ai été saisi des candidatures de M. Alain David pour le groupe socialiste et apparenté et M. Jean-François Portarieux pour le groupe Horizon et Indépendants. Il n'y a pas d'objection. Il en est ainsi décidé. Je félicite nos rapporteurs, leur adresse tous nos encouragements pour mener leur travail. Et je viens ajouter un élément supplémentaire sur cette question des moyens de France Média Monde, puisque nous aurons à soutenir le principe déjà débattu à l'Assemblée nationale comme au Sénat d'une nouvelle forme de ressources ou d'attribution de ressources pour France Média Monde, de façon à lui garantir les conditions de son indépendance et de lui permettre de conserver un certain nombre d'accès aux fréquences qui, dans un certain nombre de pays, pourraient être compromises si ces modifications législatives n'étaient pas réalisées rapidement. C'est pourquoi j'inviterai le Premier ministre et le ministre, une fois nommé, à prendre rapidement des dispositions ou un avis sur les textes qui ont été déposés à l'Assemblée et au Sénat pour qu'on puisse trouver la meilleure solution dans les meilleurs délais. Nous passons maintenant à la nomination de membres au conseil d'administration de plusieurs organismes extérieurs. En application de la loi du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'État, des membres au sein des conseils d'administration de Campus France, de l'Institut français et de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger. Sur la base des délibérations du bureau de notre commission, je suis saisi par les groupes politiques des candidatures de Madame Sabrina Sebaï au nom du groupe écologiste et social et de Monsieur Bruno Fuchs au nom du groupe Les Démocrates pour le conseil d'administration de Campus France, de Monsieur Sébastien Chenu au nom du groupe Rassemblement national et de Madame Liliana Tanguy au nom du groupe Ensemble pour la République au conseil d'administration de l'Institut français et de Monsieur Stéphane Ablot au nom du groupe socialiste et apparenté au conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger. Il n'y a pas d'objection. Il en est ainsi décidé. Je félicite nos représentants à ces organismes et le remercie pour leur engagement dans les conseils d'administration qu'ils vont intégrer. Et je lève donc la séance pour quelques minutes avant que nous puissions accueillir Pierre Heilbronn, envoyé spécial du président de la République française pour l'aide et la reconstruction de l'Ukraine, qui devrait nous rejoindre à 11 heures précises.
Bien, mes chers collègues, la séance est reprise. Le plaisir d'accueillir parmi nous Monsieur Pierre Heilbronn, envoyé spécial du président de la République française pour l'aide et la reconstruction de l'Ukraine. Monsieur l'envoyé spécial, je vous remercie très vivement d'avoir accepté de venir devant nous ce matin. Vous revenez tout juste dans la nuit d'une tournée internationale qui vous a conduit en Ukraine la semaine dernière. Et vous avez accepté de venir échanger avec notre commission sur la base des derniers développements marquants de votre mission. Monsieur l'envoyé spécial, pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, je précise que vous êtes inspecteur général des finances, que vous avez été secrétaire général adjoint des affaires européennes de 2010 à 2014, directeur adjoint de cabinet du ministre de l'économie et des finances de 2014 à 2016, vice-président chargé des politiques et des partenariats de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement de 2016 à 2021. Vous avez été nommé le 6 mars 2023 par le président de la République comme envoyé spécial pour l'aide et la reconstruction de l'Ukraine. À vos fonctions, vous avez pour mission, avec une équipe resserrée, d'accompagner la définition de la stratégie française en matière d'aide économique et de reconstruction de l'Ukraine à court, moyen et long terme. Votre action s'inscrit dans le cadre des initiatives lancées au niveau multilatéral, en lien notamment avec les banques multilatérales et de développement, et en coordination avec les autres membres du G7, réunis au sein de la plateforme de coordination des donateurs pour l'Ukraine, créée le 12 décembre 2022. Depuis 2023, vous êtes employé plus particulièrement à définir la stratégie de soutien à l'Ukraine pour la partie française, en poursuivant un dialogue étroit avec les partenaires américains, européens et ukrainiens, à organiser la coordination interministérielle pour le déploiement de l'effort français de soutien civil à l'Ukraine, à mobiliser et accompagner les entreprises, les investisseurs, les collectivités territoriales ainsi que la société civile au soutien de l'économie ukrainienne et de la reconstruction du pays. De tous les représentants de notre pays, vous êtes sans l'ombre d'un doute celui qui a passé le plus de temps en Ukraine depuis 1 an et demi, exception faite évidemment de notre ambassadeur Gaël Vessière et du corps diplomatique sur place. Et vous disposez donc de la connaissance la plus fine de la situation sur place et des besoins en matière de soutien civil. Monsieur l'envoyé spécial, la Commission souhaitera vous entendre sur votre appréciation de la situation en Ukraine sur le plan énergétique, économique et humanitaire, après les frappes russes massives sur les infrastructures énergétiques de la fin août et les frappes meurtrières de début septembre ayant causé l'un des plus lourds bilans humains depuis le début de la guerre. Elle souhaitera vous entendre sur la mise en œuvre des mesures bilatérales de soutien civil annoncées lors de la visite du président Zelensky à Paris au mois de juin et la mobilisation des collectivités et entreprises françaises à cet effort. Elle souhaitera connaître l'avancée du projet de prêt multilatéral de 50 milliards d'euros agréé au G7, la part respective qu'en prendront les Européens et les États-Unis, et les incertitudes liées aux élections états-uniennes sur la concrétisation de ce prêt. Je vous laisse sans plus attendre la parole pour une quinzaine de minutes, puis les collègues ne manqueront pas de vous interroger par la suite. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et mesdames et messieurs les députés, de m'inviter également en cette occasion à vous présenter à la fois, en ce début de législature, à la fois le bilan de ce qu'on a essayé de faire au cours de la dernière année, mais également de vous dresser un peu les perspectives, ou en tout cas les limites aussi de notre action et les moyens d'approfondir ou de creuser le sillon qu'on a essayé de tracer. Je le fais à l'issue, comme vous l'avez rappelé, de ma 7e mission en Ukraine, après une quarantaine aussi de déplacements à l'étranger, chez nos partenaires du G7, les partenaires européens, et partenaires qui ne sont pas au G7, mais qui sont des gros donateurs de l'Ukraine. Également une dizaine de déplacements en France, dans chacune des régions, et on pourra y revenir. Je crois que c'est une dimension extrêmement importante de notre action, d'arriver à fédérer ce que font les maires, les présidents de conseils régionaux, leurs équipes, et également ce que fait l'État et les instruments que nous mettons en place. Comme vous l'avez rappelé, mon travail consiste à la fois
à affiner et à définir notre stratégie d'aide à l'Ukraine utilisant tous ces vecteurs internationaux, européens, bilatéraux, mais également fournir la boîte à outils qui permet d'accompagner nos régions, nos entreprises, également dans le contexte compliqué au soutien de l'Ukraine. Entreprises, mais également ONG qui se sont beaucoup mobilisées après le 24 février 2022 dans la réponse immédiate à la crise. Je suis jusqu'à récemment, nous avions 2 envoyés spéciaux dans les pays du G7 à temps complet, ou en tout cas, mon homologue américaine s'est retirée il y a quelques semaines, qui avait été nommée par le président Biden. Mais il y a toute une question aussi d'organisation institutionnelle pour chacun d'entre nous, chacun des pays au soutien de l'Ukraine, pour assurer une coordination, une impulsion, une représentation de chacun des États concernés, sur lequel également on pourra revenir si vous le souhaitez. Je vous parle dans un contexte évidemment compliqué militairement, que vous suivez et sur lequel je ne reviendrai pas après près de 3 ans de guerre. Celle d'attaques considérables sur le système énergétique ukrainien, à la fois au printemps et là dans les toutes dernières semaines et derniers jours, et un hiver qui dans quelques semaines va marquer un moment de vérité aussi sur la capacité également à l'Ukraine de traverser cette épreuve redoutable. C'est un moment aussi compliqué politiquement, puisque comme vous l'avez vu, président Zelensky a procédé à un remaniement d'ampleur il y a 1 semaine et demie. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer d'ailleurs une grande partie des ministres qui viennent d'être nommés suite à ce remaniement, qui est le plus important en fait depuis le début de la guerre, ou de l'invasion à grande échelle. Alors quelques mots peut-être pour engager cette audition sur à la fois les enjeux du soutien à l'Ukraine en matière d'aide civile, notamment, puisque je me centre là-dessus, même si il y a des liens évidemment entre aide civile et aide militaire. Quelques éléments de bilan sur là où on en est et peut-être quelques éléments de perspective. Sur les enjeux, je crois que ce qui est compliqué, c'est qu'on parle de choses dont les contours se dessinent au fur et à mesure des mois qui passent, et selon des temporalités qui convient un peu d'articuler. Il y a le très court terme, qui est un peu le sujet, par exemple, en matière énergétique, comment on passe les 3 prochains mois, les 6 prochains mois. Il y a des sujets de moyen terme et des sujets de très long terme sur lesquels on essaie de construire une infrastructure qui permet de coordonner les instruments de financement, les réformes nécessaires, puisqu'en fait, plus que de reconstruction, il faudrait parler de transformation d'un pays dans toutes ses dimensions économiques, sociales, physiques. Et donc, c'est cet accompagnement dans la durée qui représente un défi. Les enjeux en termes financiers, j'y reviendrai pas, mais vous le connaissez. Les destructions seront quotidiennes, donc évidemment le montant potentiellement des reconstructions, alors qui est sujet toujours à caution, mais évalué par notamment la Banque mondiale en lien avec la Commission européenne, s'élève à peu près à 500 milliards d'euros, 486 milliards en mars dernier. Il y aura une réactualisation de ce montant à l'occasion des assemblées annuelles du FMI de la Banque mondiale en octobre, mais donc un montant très important, représentant à peu près 300% du PIB ukrainien. Mais en même temps, et ça je voudrais vous laisser quand même avec cette idée qui est très frappante quand on y va, une reconstruction qui a lieu tous les jours. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose non plus de lointain comme perspective. Les ponts qui sont détruits ont été reconstruits, une grande partie, je le voyais, comme dans la région au nord de Kiev, à Tchernihiv, où 38 ponts ont été détruits, 36 ont été reconstruits. Les hôpitaux, donc il y a les autoroutes qui ont pu être détruites, par exemple, au moment de l'avancée des troupes russes
dans certaines régions qui ont été depuis libérées, ont été reconstruites largement. Donc c'est quand même aussi une temporalité qui est toujours difficilement imaginable quand on regarde les images qui nous viennent. On se dit pourquoi on parle de reconstruction, pourquoi on parle d'aide maintenant, alors que finalement tout ça va se passer quand il y aura la paix. Et on oublie d'ailleurs les pays qui sont sans doute qui n'ont pas signé des traités de paix et qui ont eu un développement économique très important en étant juridiquement encore en état de guerre avec leurs voisins. Donc ça, c'est une dimension importante. Et une dimension, l'enjeu est évidemment un enjeu de solidarité à court terme et qu'on a essayé d'organiser de la manière la plus systématique, mais également, et ça, il ne faut pas aussi l'oublier, c'est un terrain d'opportunité pour l'Union européenne, pour les entreprises européennes, les entreprises françaises, et nombre de nos partenaires ne l'ont pas oublié. Donc on est dans un monde aussi de concurrence géopolitique et économique important en Ukraine, même si ça peut paraître une perspective éloignée quand on se fie au compte rendu, évidemment, des opérations militaires et des attaques qui, comme je le rappelle souvent, 70% du territoire ukrainien n'a jamais vu un drone ou un missile, et donc c'est quand même une réalité qu'il faut avoir en tête. Il y a une forte mobilisation européenne internationale avec la plateforme G7 dont je pourrais vous parler si vous le souhaitez. Au niveau européen, notamment suite au Conseil européen du 1er février qui a permis d'ouvrir la voie à la mise en place de cette facilité Ukraine, la facilité pour la paix qui est un instrument qui a été utilisé de manière, on peut le dire, assez créative compte tenu de sa destination d'origine, et le débat sur la mise en place d'un dispositif adossé en fait aux intérêts d'emprunt, aux intérêts en fait des actifs de la Banque centrale de Russie en Europe notamment, qui fait l'objet d'un débat en G7 et qui va faire l'objet d'un débat à Bruxelles dans les jours qui viennent, dès que la Commission, dans les heures qui viennent d'ailleurs, mettra sur la table une proposition d'aide macrofinancière couvrant cette initiative politique qui a été lancée par le G7 et qui vise à apporter 50 milliards de dollars supplémentaires à l'Ukraine. Il y a un potentiel économique important de ce pays. Là aussi, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais à la fois en termes agricoles, en termes industriels, en termes de défense. Un pays qui est tout à fait, qui a des potentialités très importantes, exprimées d'ailleurs dans certains de ces secteurs de manière très impressionnante, y compris au sein de la guerre, en matière de numérique, en matière également d'innovation technologique. Et sans doute c'est aussi lié à ce contexte de guerre. Cette recherche et cette application de nombreuses applications civiles et militaires, mais également des nombreux obstacles à l'investissement pour les entreprises étrangères et françaises, liés au climat des affaires, je suis sûr que nous y reviendrons, liés aux risques qui sont liés au risque de guerre en fait, mais également des restrictions qui ont été imposées à la demande du FMI, de la Banque centrale, pour permettre au système économique, bancaire, financier de tenir, et ça a été un des remarquables succès quand même d'un pays envahi, de pouvoir maintenir un système bancaire qui a fonctionné, où tout le monde peut récupérer ses économies au guichet de banque. Et les banques françaises d'ailleurs ont un rôle fondamental, puisque comme vous le savez, nous avons parmi les 5 plus grandes banques en Ukraine, 2 sont françaises. Il y a en effet un tissu important, 180 entreprises françaises. On est le premier employeur étranger en Ukraine, ce que souvent on ne sait pas. Près de 25 000 salariés dans nos entreprises travaillent en Ukraine. Donc tous ces éléments sont évidemment importants comme contexte. Sur le bilan de ce qu'on a essayé de faire, alors d'abord c'est le dialogue vraiment régulier avec les autorités ukrainiennes, un dialogue quotidien. Je m'y rends très régulièrement, comme je vous l'ai dit, en rencontrant tous les interlocuteurs du président Zelensky à chacun des ministres, mais également la société civile et toutes les composantes
de la société ukrainienne qui vont des vétérans aux ONG, avec des visites de terrain que j'essaye de faire aussi en sortant de Kiev, dans des conditions de sécurité quelquefois compliquées, à Tcherniv, à Odessa et ailleurs. Un engagement auprès de nos partenaires étrangers qui est fondamental. Évidemment, les États-Unis, le Japon, les autres pays du G7 et au-delà, les institutions internationales également. D'un point de vue de notre aide aux institutions multilatérales, ça a été, et ça je crois que c'est important dans l'appréciation également de la stratégie française, on a essayé d'utiliser les instruments qui étaient directement disponibles à court terme au moment où l'invasion à grande échelle a été déclenchée, c'est-à-dire notamment les institutions multilatérales de développement. Il se trouve que je travaillais avant à la Banque européenne de reconstruction et de développement, qui est le premier investisseur en Ukraine, et donc avait une capacité et a déployé de manière immédiate une capacité très importante de soutien à l'Ukraine, que la France a soutenu à travers l'octroi de garanties à la BERD, à la Société financière internationale, et à la BEI, y compris en 2024, à travers la loi de finances qui a été votée et qui octroie un demi-milliard d'euros de garanties à ces institutions pour prêter. La BERD, pour prendre un exemple, a financé à peu près 3 milliards d'euros de financement, ce qui a permis également à la société de rail ukrainienne, au système énergétique de tenir, en fait. Il y a également des sujets sur lesquels on s'est beaucoup investi, par exemple, sur un mécanisme européen de soutien aux entreprises ukrainiennes et à l'accès au capital qui est en train d'être mis en place et qui a été annoncé dans ses principes par Ursula von der Leyen à la conférence de Berlin. Il y a des avancées bilatérales, et je m'y suis vraiment beaucoup attelé en regardant ce qui manquait dans la boîte à outils pour accompagner les entreprises françaises en Ukraine. On a créé ce fonds de 200 millions d'euros sur les infrastructures civiles qu'on va pouvoir déployer maintenant de manière accélérée dans les prochaines semaines. Il vient d'être ratifié par la Rada et signé par le président Zelensky, promulgué le président Zelensky la semaine dernière. Il s'agit vraiment d'aider à travers le déploiement du savoir-faire de nos entreprises de répondre aux besoins les plus urgents des Ukrainiens en matière d'énergie, de transport, de déminage et de quelques autres secteurs. On a travaillé aussi beaucoup sur le sujet des garanties, des assurances, de nos investissements et de nos exports, notamment avec la BPI. On a travaillé aussi beaucoup et on est en train de déployer des experts techniques dans les différents ministères, donc au niveau central, pour aider les Ukrainiens également en termes de reprise de l'acquis maintenant qu'ils sont dans cette perspective européenne. On est aussi en train, et on a déployé une capacité locale, et peut-être on aura l'occasion d'y revenir parce que c'est un axe important, qui est lié à l'ouverture du mandat de l'AFD, qui a fait l'objet de la signature d'un AIG le 7 juin dernier, et avec un mandat de l'AFD qui sera centré exclusivement dans un premier temps au prêt direct aux collectivités locales sans garantie souveraine. Enfin, en matière sectorielle, en matière de transport, de santé, d'énergie, de télécom, de numérique, toute une série de décisions et de projets d'investissement qui ont fait l'objet de conclusions au cours des dernières semaines et des derniers mois. Le plus emblématique, évidemment, est celui qui a été annoncé cette semaine, finalisé de Xavier Niel, puisque c'est quand même le plus gros investissement en Ukraine depuis 15 ans, puisque c'est près d'1 milliard d'euros liés au rachat du réseau de télécom ukrainien et du 3e réseau mobile dans le pays. Donc c'est vraiment aussi, d'une certaine manière, un vote de confiance dans le pays. En termes de perspective, je les mentionnerai que très rapidement. Il y a le local, et par exemple hier, j'organisais avec mon homologue polonais une réunion avec les collectivités locales, les présidents ou les conseils régionaux ou les maires français qui ont été le plus actifs dans le soutien, non pas seulement humanitaire, mais également économique à l'Ukraine. Je crois qu'il y a un sillon à creuser, j'en ai beaucoup parlé
président de l'AMF également et des régions de France. Je crois qu'on essaiera de travailler en synergie avec nos nouveaux acteurs et notamment l'Agence française de développement. Il y a un défi de déploiement de notre aide qui est important et un défi de continuité. Je ne serais pas complet si je ne vous évoquais pas que la question également des capacités budgétaires qu'on est capable de dégager, qu'on sera capable de dégager au cours des prochains mois sont évidemment essentielles pour non seulement tenir votre rang, mais être au rendez-vous des attentes ukrainiennes. Je m'arrêterai là. Merci, monsieur l'envoyé spécial. La parole est désormais aux orateurs de groupe, en commençant par le groupe socialiste et apparenté, Dieynaba Diop. Merci, monsieur le président de commission, monsieur l'envoyé spécial, monsieur Heilbronn. Merci de votre présentation. D'abord, vous remercier donc pour tous ces éléments que vous nous avez présentés, et puis rappeler au nom des députés socialistes notre soutien au peuple ukrainien qui combat depuis bientôt 3 ans, vous l'avez dit, face à l'armée russe. La guerre que mène Vladimir Poutine est une violation flagrante du droit international et humanitaire, et bien sûr l'Ukraine a droit de défendre son territoire et son peuple, et bien sûr la communauté internationale est indispensable, mais le rôle de la France reste primordial. Je souhaiterais d'abord vous interroger sur nos engagements envers le gouvernement ukrainien, et notamment ceux de l'Union européenne. Si je me réfère aux chiffres qui nous ont été communiqués, s'agissant de la nouvelle aide dans le cadre de la facilité pour l'Ukraine et les fonds destinés à soutenir le redressement ainsi que la reconstruction, comprennent à peu près 33 milliards d'euros sous la forme de prêts, mais aussi 17 milliards sous la forme de subventions. L'Union a effectué à peu près 3 versements entre mars et juin 2024 pour un montant équivalent à peu près à 7,9 milliards, soit bien en deçà des 50 milliards d'euros qui étaient promis. Est-ce que vous avez des informations quant au prochain versement ? Ensuite, s'agissant des avoirs russes et des fonds privés, c'est vrai qu'ils ne peuvent pas se substituer aux aides internationales, mais en attendant, ces fonds existent. Et je pense qu'à ce niveau, nous n'allons pas assez vite. 280 milliards d'euros ont été immobilisés, seulement 1,5 milliard d'euros correspondant au bénéfice de ces avoirs, comme il était convenu avec les 27 États de l'Union, auront été transférés en faveur de la défense et de la reconstruction de l'Ukraine. Quels leviers pourrions-nous mettre en place pour aller plus vite et plus loin sur cette question? Et enfin, à l'approche de l'élection présidentielle américaine, comment la France compte se positionner, notamment dans l'hypothèse où, vous l'aurez compris, nous aurions comme interlocuteur Donald Trump. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, monsieur l'envoyé spécial. Oui, là, ça doit être bon. Merci beaucoup pour votre intervention et vos questions. Alors, je vais essayer de répondre rapidement. Sur l'engagement européen, c'est 50 milliards d'euros sur 3 ans. Donc, c'est sur la période des perspectives financières et la période restante, donc jusqu'en 2027. Pour l'année 2024, c'est à peu près 18 milliards d'euros. Donc, ce que vous évoquez, 7,9 milliards d'euros, c'est tout à fait dans la trajectoire qui est prévue sur 2024. Comme vous le savez, ces versements sont également conditionnés au respect d'un certain nombre d'objectifs de réforme qui ont été élaborés par le gouvernement ukrainien et dont la mise en œuvre est vérifiée par la Commission européenne et les États membres à chaque versement. Mais en tout cas, c'est le chiffre que vous évoquez est tout à fait dans la trajectoire qui a été agréée entre les 27 États membres au février dernier. Sur l'utilisation des avoirs russes, alors c'est une question compliquée, on pourrait passer beaucoup de temps là-dessus. Je crois que la France a été, depuis l'origine de ce débat, très ouverte à explorer toutes les options. Il y a quand même des règles aussi de droit international qui existent depuis très longtemps sur l'immunité également des actifs, par exemple des banques centrales. Et donc, aussi des questions importantes liées, par exemple, à la potentielle confiscation de ces avoirs en termes de stabilité également monétaire et de précédents juridiques.
la première institution à avoir évoqué, évidemment, et la BCE, sachant que la majorité des avoirs que vous évoquez sont en fait en territoire européen, et que par ailleurs, nous avons aussi à préserver la possibilité aussi d'avoir une zone euro qui est stable et qui ne fait pas l'objet d'un vote de défiance également de nos partenaires dans le monde qui ont placé également leurs actifs ici. On a été vraiment à la manœuvre aussi sur la définition de ce mécanisme innovant sur les revenus d'aubaine. 1,5 milliard va se rajouter encore une somme à venir. Et il y a, et peut-être on y reviendra, cette discussion sur 50 milliards d'euros liés à un dispositif G7 et européen. Enfin, l'approche des élections américaines, c'est un élément d'incertitude très important, mais je crois qu'on a été toujours clair que l'Union européenne assumerait ses responsabilités dans le soutien d'un pays qui est sur son continent. Et donc, notre réflexion est de manière souveraine de définir également les moyens de continuer à soutenir l'Ukraine. Merci beaucoup. Aurélien Taché, pour le groupe de la France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Monsieur l'envoyé spécial du Président de la République pour la reconstruction en Ukraine, bienvenue dans cette commission. C'est important pour nous de vous entendre. Alors, avant de vous poser quelques questions, évidemment, je voudrais exprimer une pensée pour toutes les personnes tuées, blessées, endeuillées, déplacées par ce terrible conflit d'agression de la Russie envers l'Ukraine. Le Wall Street Journal parle maintenant d'un million de morts, 10% du parc immobilier dévasté. Donc, effectivement, les enjeux de reconstruction sont extrêmement importants, mais ils appellent aussi une certaine vigilance. Et donc les questions que je voudrais vous poser, c'est dans le cadre de cette mission où vous incarnez finalement la participation de la France à cette reconstruction, c'est d'abord comment va-t-elle s'organiser concrètement, cette aide apportée, quels sont les principaux postes de dépenses. Il y a aujourd'hui assez peu d'éléments disponibles sur les modalités concrètes de cette aide, et donc ce serait intéressant pour la Commission, je pense, d'en savoir un peu plus. L'évaluation conjointe des rapides des dommages et besoins RDNA 3, qui a été publiée conjointement par le gouvernement ukrainien et un certain nombre d'institutions internationales, la Banque mondiale, l'ONU et autres, souligne l'urgence à relancer le secteur privé et à attirer à nouveau les entreprises. Alors nous savons qu'aussi pendant cette guerre, parce qu'évidemment quand la guerre est là, un certain nombre d'impératifs se posent, mais il y a aussi des choses sur lesquelles il faut peut-être être prudent, car le droit du travail ukrainien a été littéralement suspendu. Les syndicats ukrainiens demandent aussi à être dans la boucle finalement des discussions qui vont avoir lieu, et pour l'instant, si on croit ce qu'ils disent, ils ne sont pas véritablement associés à tous ces projets de reconstruction. Il y a aussi évidemment des sujets qui se posent quant à l'environnement, la transition écologique, c'est des sujets qu'on entend peu, et on sait que cette guerre a pourtant été dévastatrice. Donc la manière dont finalement seront conduites les opérations de reconstruction, les choix qui seront faits seront essentiels de ce point de vue-là. Encore une fois, je pense que la question des services publics aussi doit être mise en avant. Quand on lit ce rapport, on a vraiment l'impression que tout est très focalisé finalement sur le secteur privé, faire venir des entreprises françaises si possible. Il y a aussi d'autres questions qui doivent se poser à mon sens, et sur lesquelles il semble vraiment important que vous puissiez nous apporter des précisions. Et bien sûr, je redirai que la reconstruction ne sera véritablement possible aussi que quand nous aurons avancé sur les enjeux de paix, et qu'il est donc extrêmement important que les négociations se poursuivent pour aboutir à un cessez-le-feu, à une solution diplomatique qui soit fondée sur le respect du droit international et les aspirations du peuple ukrainien. Merci. Merci, monsieur l'envoyé spécial. Merci beaucoup. Alors, sur les montants d'aide, je crois que les choses sont assez claires. À la fois au niveau européen, puisque je vous ai évoqué les chiffres, c'est facile de savoir quelle est la quote-part française dans la contribution, c'est 18,6% des 50 milliards d'euros qui sont déployés au niveau européen. Et c'est de l'aide à la fois macro-financière, c'est-à-dire qui permet de payer en fait les fonctionnaires ukrainiens, les soldats, les médecins, les infirmières, les enseignants. Donc c'est l'essentiel en fait de notre aide, 18 milliards d'euros l'année dernière, et avec la quote-part française correspondante. Au niveau bilatéral, on a à peu près 3 milliards d'euros qui ont été déployés en matière militaire par la France à titre bilatéral, et l'équivalent en matière civile, en matière d'aide économique. Ce que je voudrais dire sur vos deux sujets, sur service public, c'était évidemment
une épine dorsale en fait de la résilience ukrainienne. En fait, les prêts que je vous évoquais, qu'on a fait par exemple à travers la BERD, à laquelle on a octroyé une garantie, et ça a été des garanties faites auprès des entreprises publiques. Naftogaz, qui est une entreprise publique en matière énergétique, Ukrenergo, évidemment la société homologue de la SNCF, UZ, est une entreprise publique. Et la tendance d'ailleurs depuis le début, au cours des deux dernières années, était plutôt à la nationalisation, notamment de tous les actifs qui étaient possédés par des Russes. Donc en fait, c'est un secteur qui est plutôt en expansion, et en tout cas qui a été aidé parce que c'est des services publics essentiels qui permettent au pays de tenir. Donc enfin, je voudrais lever toute ambiguïté là-dessus. Enfin, sur le rôle des ONG, des syndicats, je l'évoquais en introduction, je passe beaucoup de temps avec eux. Et c'est une société civile, d'ailleurs, qui est en co-construction dans beaucoup de domaines de politique publique. D'ailleurs, c'est très frappant quand on y va. Il y a une vitalité bien connue de la société civile ukrainienne et des organisations, enfin des corps intermédiaires. Ils sont d'ailleurs très exigeants vis-à-vis du gouvernement ukrainien sur les réformes, sur la transparence, et vous verrez souvent dans leurs propos une très grande intransigeance sur même la conditionnalité de l'aide internationale à l'Ukraine soumise à l'exigence de réforme. Merci beaucoup. Pour le groupe de la droite républicaine, Michel Herbillon. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je souhaite d'abord vous remercier, Monsieur Heilbronn, pour votre présentation et les indications que vous nous avez données de l'action de la France pour la reconstruction de l'Ukraine. Et au nom du groupe de la droite républicaine, je souhaite renouveler notre entier soutien au peuple ukrainien qui fait face avec un courage exemplaire à la guerre d'agression qui est menée par la Russie depuis maintenant 2 ans et demi. Lors de sa visite en France, lors de la visite en France du président Zelensky, la France et l'Ukraine ont signé plusieurs accords, vous l'évoquiez, permettant de renforcer la présence de l'AFD, de Proparco et d'Expertise France. Par ailleurs, un fonds doté de 200 millions d'euros pour les projets de soutien aux infrastructures prioritaires a été créé. Enfin, l'accord bilatéral de coopération sur le nucléaire civil a été renouvelé pour permettre de fournir un cadre aux coopérations dans les différents segments de la filière nucléaire. Nous soutenons avec force l'aide apportée par la France à l'Ukraine pour lui permettre non seulement de se défendre, mais également d'ores et déjà d'engager sa reconstruction. Néanmoins, nous déplorons une certaine difficulté de lisibilité du montant total des crédits alloués à la reconstruction de l'Ukraine, et notamment en raison du nombre d'acteurs impliqués, et je pense notamment à l'Union européenne, à l'aide apportée par l'Union européenne que la France finance à son échelle. Dès lors, je voudrais que de nouveau vous nous détailliez le montant global de l'aide apportée par la France. Par ailleurs, comme pour l'aide publique au développement, il est parfois difficile pour les parlementaires d'appréhender les apports concrets des aides allouées par notre pays. Dans le cas de l'Ukraine, pourriez-vous nous indiquer les projets majeurs sur lesquels l'aide ou l'expertise de la France a été déterminante? Enfin, dans son projet de budget 2025, l'Allemagne a prévu de réduire de moitié le montant des aides à Kiev, passant de 8 à 4 milliards d'euros. Pour compenser, Berlin tape sur l'utilisation d'une partie des 300 milliards de dollars d'avoirs russes gelés. Dans le même temps, vous l'aviez dit, il y a un certain nombre d'incertitudes, la prochaine élection américaine et les difficultés budgétaires auxquelles nous faisons face en France qui peuvent interroger éventuellement sur l'ampleur de notre soutien pour les années à venir. Donc je voulais vous demander si vous craignez une baisse du soutien à l'Ukraine, et je voudrais quand même revenir sur la mobilisation plus massive des avoirs russes. J'ai compris dans votre réponse que vous indiquiez que ça risquerait de déstabiliser, mais personne ne comprend que seuls 1,5 milliard ont été dégelés sur un montant total de 300 milliards. Merci beaucoup, monsieur l'envoyé spécial. Pardon. Sur le dernier sujet, donc, ce que je vous indiquais, c'est qu'il y a des négociations pour
en fait, sans confisquer l'actif lui-même, le capital, ce qui fait d'ailleurs l'objet quand même d'un consensus de la plupart des pays, en disant la confiscation des actifs eux-mêmes pourrait conduire à des conséquences importantes en termes de déstabilisation, de pouvoir de manière très créative utiliser les revenus d'intérêt. Et c'est cette discussion qui est sur ces 50 milliards de dollars, qui est une somme très importante, et qui est adossée entre nous entièrement sur des actifs, ou très largement sur des actifs dans l'Union européenne. Donc on est aux premières loges, si on veut, en termes ou également de prise de risque. Si l'actif lui-même était rendu aux Russes, de savoir qui se substituerait en fait à ces revenus, c'est en fait le contribuable européen. Donc il y a aussi puisqu'il faudra rembourser le prêt. Donc ça, c'est les premiers éléments sur cette discussion qui va avoir lieu dans les 2 prochains mois. Évidemment, la baisse du soutien américain, personne ne sait si elle se matérialisera et comment se matérialisera. Il y a sans doute à avoir une appréciation différenciée selon les types de dépenses en matière militaire. Il y a un taux de retour aussi aux États-Unis qui est très important sur l'aide apportée. Et donc, sans doute, il y a d'autres segments de l'aide, notamment l'aide budgétaire, humanitaire, qui sont plus menacés que l'aide militaire à très court terme. Après, ce sont des décisions politiques. Enfin, sur le montant et sur les types d'aide. Comme je vous l'ai dit, l'essentiel de notre aide a pris la forme d'une aide européenne. Donc là, comme je vous l'ai dit, c'est facile de mesurer. On connaît la clé de répartition dans le budget communautaire, 50 milliards d'euros là, sur 3 ans. Donc c'est près de 20% de ce montant. À titre bilatéral, on a une trajectoire sur l'AFD, c'est 450 millions d'euros pour les 3 prochaines années, 400 millions de prêts, 50 millions de dons. Sur des garanties aussi, je vous ai dit, un demi-milliard d'euros. Sur l'humanitaire, 500 millions d'euros qui ont, pour moitié, sont déployés au niveau multilatéral, toutes les agences de l'ONU, et pour moitié par le CDCS, par la France. Et enfin, je ne serais pas complet si j'évoquais pas aussi le fait qu'il y a beaucoup de maires, de conseils régionaux, de collectivités locales qui ont mis de l'argent aussi également, notamment dans les premiers mois après l'invasion à grande échelle, et qui doivent être prises en compte aussi dans l'aide de la France à l'Ukraine. Donc c'est ces différents éléments et évidemment en matière militaire, le fonds militaire bilatéral de 400 millions d'euros est à prendre en compte aussi. Merci. Pour le groupe écologiste et social, Dominique Voynet. Monsieur le ministre, monsieur l'envoyé spécial, mesdames et messieurs, merci pour cette présentation. Depuis plus de 2 ans, l'Ukraine se bat avec beaucoup de courage contre l'agression russe. Nous lui réitérons depuis régulièrement notre soutien. Nous affirmons vouloir isoler la Russie et la priver des ressources de la guerre, mais nous continuons d'importer du gaz naturel liquéfié russe et nous avons épargné, via les sanctions, Rosatom, qui continue à fournir de l'uranium enrichi à la France notamment. Cette dépendance nous place dans une situation paradoxale. Nous soutenons d'une main les efforts de guerre ukrainiens et de l'autre, nous alimentons les caisses de l'agresseur. Il ne s'agit pas de minimiser les défis économiques auxquels nous sommes nous-mêmes confrontés, mais de reconnaître que cette contradiction affaiblit notre position sur la scène internationale. Pour être en adéquation avec nos principes, nous devons diversifier nos sources d'énergie, investir massivement dans les renouvelables et développer des partenariats alternatifs. L'enjeu de la reconstruction de l'Ukraine est crucial, évidemment. L'effort financier consenti par la France, notamment à travers le Fonds Ukraine, est une initiative importante. Toutefois, il est impératif que cette aide ne soit pas perçue comme une tentative opportuniste pour positionner nos entreprises sur un marché naissant, mais qu'elle s'inscrive dans la perspective de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Son effort de reprise des acquis communautaires devrait être tout particulièrement soutenu dans le domaine de la transition énergétique, comme le prévoit d'ailleurs l'un des chapitres du processus d'adhésion. Nous devons veiller, et j'insiste là-dessus, à ce que les projets financés
respecte les droits sociaux, comme le demandent avec insistance les syndicats ukrainiens qui se sentent aujourd'hui exclus du processus. Monsieur l'envoyé spécial, vous êtes au cœur de ces enjeux en tant qu'envoyé pour l'aide à la reconstruction. Comment comptez-vous garantir que la sélection des projets financés par la France en Ukraine ne sera pas perçue comme un simple positionnement commercial, mais bien comme une contribution à la stabilité et à la prospérité à long terme du pays? Dans quelle mesure pouvons-nous accompagner l'Ukraine pour assurer que sa reconstruction soit menée de manière durable, en respectant les normes environnementales et sociales? Et puis, si vous avez un moment pour nous dire ce qui se passe en ce moment à Zaporijjia et le rôle que la France peut apporter pour assurer la sécurité de cette installation, ce sera parfait. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur l'envoyé spécial. Merci beaucoup. Alors, pour répondre à votre question, évidemment, on parle d'abord des attentes ukrainiennes. Et je crois que c'est très important aussi de ne pas substituer notre appréciation à celle des Ukrainiens sur ceux dont ils ont besoin. Ils ont une trajectoire, par ailleurs, énergétique qu'ils ont déclinée avec l'aide de la Commission sur 20 ans, visant à la neutralité carbone, et donc qui est fondée sur un mix énergétique, d'ailleurs assez similaire au nôtre, qui est nucléaire et renouvelable, avec un développement du renouvelable très important. Des projets très structurants, d'ailleurs, ont été déposés par des entreprises françaises en lien avec nos amis ukrainiens, notamment dans le secteur des renouvelables. Donc je crois que c'était évidemment un enjeu que cette reconstruction se fasse selon les normes environnementales et sociales européennes, et comme je l'évoquais avant, et qu'elle soit appuyée également par une capacité d'expertise et de mise à disposition de moyens de la part de l'État français dans les différents ministères. Je l'évoquais avec le ministre de l'énergie, par exemple, de la transition écologique en Ukraine, où nous mettons à disposition du ministère une capacité à les aider à reprendre les standards européens et à respecter exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire une trajectoire qui assure le cheminement vers la neutralité carbone. Sur la dépendance de la France au gaz et aux russes notamment, et notamment la matière fissile russe, je crois qu'il faut prendre en compte le fait que c'est une discussion à 27. La France est un des pays les moins dépendants de la Russie. Je veux dire, je passe mon temps également en allant en Autriche, en Slovaquie, en Hongrie, en Allemagne. Ce sont des pays qui sont beaucoup plus dépendants, évidemment, de la Russie que la France. Je crois qu'il y a un travail de désensibilisation qui a été mené au cours des 2 dernières années, un peu à marche forcée, par les pays européens, par la France également, même si elle est beaucoup moins en première ligne que d'autres. D'ailleurs, à ce que vous évoquez, mais également, je pense, à des matériaux critiques comme le titane russe, qui est très important pour fournir tous les trains d'atterrissage des avions d'Airbus, par exemple. Et on est dans une marche industrielle pour trouver des sources alternatives dans tous ces domaines. Merci. Pour le groupe Les Démocrates, Maude Petit. Monsieur l'envoyé spécial, mi-février, le gouvernement ukrainien, la Banque mondiale, la Commission européenne et les Nations unies publiaient un rapport actualisé des besoins pour le relèvement et la reconstruction de l'Ukraine. Ce document indique que le coût de la reconstruction est estimé au 31 décembre 2023 à 486 milliards, une estimation logiquement en hausse par rapport à l'année précédente. Le coût des dégâts infligés aux infrastructures et aux bâtiments se chiffrerait à plus de 152 milliards de dollars. Villes et villages détruits, hôpitaux, logements, transports à reconstruire, agriculture et économie à relancer. On estime que 10% du parc immobilier aurait été endommagé ou détruit, entraînant le déplacement de population. Comme vous le faisiez justement remarquer, nous avons sans doute affaire au plus grand chantier depuis la Seconde Guerre mondiale. Face à cette situation critique et dans le cadre d'une reconstruction, notre pays a des atouts et un rôle important à jouer. La France est un acteur majeur de l'économie ukrainienne. Environ 180 entreprises françaises employant près de 30 000 personnes sont implantées sur le sol ukrainien. Citons Renault et Stellantis dans le secteur automobile, Auchan pour la grande distribution alimentaire, Lactalis qui compte 3 usines, ou encore le Crédit Agricole ou BNP Paribas qui font partie du top 10 des banques en Ukraine.
Cette implantation des entreprises françaises fait de la France, vous l'avez rappelé, le premier employeur étranger en Ukraine. En vous nommant à ce poste, Monsieur Heilbronn, la France a été le premier pays européen à avoir missionné un envoyé spécial pour l'aide et la reconstruction. Et en déclarant « Nous ne serons pas présents demain si nous ne sommes pas là aujourd'hui », vous n'avez de cesse d'inciter entreprises, investisseurs, collectivités locales françaises et sociétés civiles à aller à la conquête du marché ukrainien. Sont-ils réceptifs à votre appel ou se montrent-ils frileux à l'idée d'investir sur une terre où la guerre continue de faire rage? Si l'on tient compte des incertitudes économiques que traverse notre propre pays, ce soutien pourra-t-il rester aussi fort? Qu'en est-il exactement de la part de reconstruction consacrée aux structures de santé et d'éducation pour les enfants, fondamentales pour assurer l'avenir de ce pays? Et enfin, permettez-moi de conclure en saluant les communes de Chennevières-sur-Marne et de Sucy-en-Brie dans ma circonscription Val-de-Marne, qui dès le début du conflit ont apporté leur plein soutien à la population ukrainienne, notamment par des actions de jumelage. Je vous remercie. Merci, chers collègues, et je voudrais effectivement me rallier à la question qui concerne le sort des enfants, et notamment des milliers d'enfants déportés depuis 2 ans et demi et le début de cette guerre d'agression. Monsieur l'envoyé spécial. Merci beaucoup, Madame la députée, Monsieur le Président. Alors, sur le logement, juste puisque vous l'avez évoqué, je crois que c'est un des éléments essentiels pour permettre aussi à des Ukrainiens réfugiés chez nous et en majorité, en fait, dans les pays d'Europe centrale et orientale, de pouvoir revenir en Ukraine. Nous-mêmes, par exemple, on a un certain nombre de projets, par exemple, le projet à Dnipro de construction de logements pour 1500 habitants qui ont malheureusement dû quitter leur maison et qui a été détruite à Dnipro. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir le faire de manière coordonnée avec nos partenaires. Également des banques de développement qui sont très actives. Je pense notamment la Banque de développement du Conseil de l'Europe, qui n'est pas si connue que ça, mais qui est à Paris. C'est une des organisations internationales à Paris et qui a un mandat exclusivement sur le domaine du logement social et de la santé, qui sont vraiment fondamentaux et on travaille là-dessus, sur ce sujet, mais également sur, par exemple, le sujet de la santé mentale, l'ouverture de centres de santé mentale. On a comme objectif de contribuer à 100 centres de santé mentale et c'est un des sujets fondamentaux. Sur les enfants, et on y consacre beaucoup de temps, on a essayé de concentrer notre activité à Tchernihiv, qui est la région qui est jumelée avec la France, en soutenant à travers des ONG, par exemple ACTED, la construction d'écoles avec des abris, par exemple, qui permettent de continuer à faire cours, même sous les bombardements. On travaille actuellement justement sur la création également d'un centre dont la localisation doit être précisée dans les jours qui viennent, qui permettra d'accueillir des enfants qui ont été enlevés par la Russie et qui sont revenus en Ukraine, en lien avec l'UNICEF. Et également avec le Canada, qui est très actif et qui en a fait une priorité politique depuis le premier jour. Donc c'est un sujet vraiment sur lequel on travaille et on devrait pouvoir, y compris dans les prochains jours, puisqu'il y aura une réunion en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, qui sera présidée par Madame Zelenska, annoncer une contribution dans ce domaine des enfants enlevés et de leur accueil en Ukraine. Merci beaucoup. Pour le groupe Horizon et Indépendant, Bertrand Bouix. Merci, Monsieur le Président. Monsieur l'envoyé spécial, le groupe Horizon soutient, comme les nombreux groupes l'ont dit ici, le peuple ukrainien face à cette guerre d'agression de la Russie, face à cet effacement culturel également de la culture russe que la Russie réalise, face aux crimes de guerre, on peut le dire, aux crimes contre l'humanité, face à la déportation des enfants, et vous l'avez rappelé, et nous soutenons le peuple ukrainien. Je souhaitais savoir, monsieur l'envoyé spécial, quelle est la position, en fait, quelle est votre position face à cette situation qui fait que la Russie continue à exporter, que la Russie continue à transporter un certain nombre de marchandises dans des bateaux fantômes. Quels sont les moyens dont nous disposons pour identifier ces bateaux? Quels sont les moyens dont nous disposons
pour saisir l'ensemble en fait de ces actifs, l'ensemble en fait de ces sociétés qui continuent finalement à travailler avec la Russie au mépris des résolutions prises au niveau international. Et si j'entends bien, monsieur l'envoyé spécial, que les banques sont frileuses pour saisir ces avoirs, la puissance publique, face à la guerre, face à ces opérations, doit montrer la fermeté la plus exemplaire en la matière et ne pas avoir le bras qui tremble quand il s'agit en fait de saisir les 300 milliards d'actifs russes qui dorment aujourd'hui dans des banques internationales et des banques européennes. Merci. Merci, monsieur l'envoyé spécial. Alors, sur le premier sujet qui en l'occurrence porte sur les sanctions et sur les contournements de sanctions, je crois que la réponse est essentiellement européenne entre nous. Après, la mise en œuvre relève des États membres, mais on voit malheureusement depuis plusieurs mois des pays qui ne jouent pas le jeu, y compris la Turquie, les pays d'Asie centrale. Donc il y a à la fois une question de documentation de ces contournements, de pression politique sur chacun de ces gouvernements, et on le fait, et elle doit être faite, évidemment, ce travail doit être fait au niveau européen. Il y a un représentant spécial sur les sanctions et les contournements au niveau européen, qui était l'ancien secrétaire général de la Commission, qui fait ce travail, mais c'est un travail d'intelligence vraiment en bonne intelligence avec nos amis américains qui ont des moyens également de détection et de preuves importants pour mettre devant les réalités et les faits documentés chacun de ces gouvernements. Ce qui n'empêche pas que quand même, il ne faut pas oublier qu'il y a eu un travail au niveau européen sur la définition de sanctions qui s'est fait dans l'unité et malgré quelquefois des débats longs et compliqués sur 14 paquets de sanctions qui sont quand même qui touchent et qui ont un impact sur l'économie russe. Sur les actifs russes, notamment de la Banque centrale, parce que en fait les actifs privés, ils représentent un montant extrêmement marginal. Et sur l'essentiel de ces actifs, c'est des actifs de la Banque centrale russe, de Russie, qui sont essentiellement chez Euroclear, donc sous juridiction belge, et où il y a ce travail justement de discussion pour savoir jusqu'à quel degré on peut pouvoir en tirer des ressources utiles maintenant pour aider nos amis russes. Et d'ailleurs, débat compliqué, quelle devrait être la destination, par exemple quand je pense à cet emprunt de 50 milliards d'euros, qu'est-ce qu'il devrait financer? Ce qui est un sujet compliqué et qui fait l'objet quelquefois de visions différentes selon les États membres. Est-ce qu'on doit financer essentiellement du domaine de la défense? Est-ce que on doit soumettre ces dépenses à une préférence européenne ou pas, en matière d'acquisition de matériel européen ou pas? Quelle doit être la part civile? Donc c'est vraiment ce débat-là qui a lieu actuellement et qui aura lieu dans les 2 prochains mois à Bruxelles aussi. Merci. Pour le groupe Lyot, Laurent Mazori. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur l'envoyé spécial. En début de semaine, Vladimir Poutine a signé un décret ordonnant d'augmenter le nombre de militaires que compte son armée. Il rentrera en vigueur le 1er décembre prochain. En cette fin d'année, l'Ukraine devrait également commencer à recevoir la première livraison d'avions de chasse F-16 en provenance du Danemark. La guerre ne semble donc pas prête de s'arrêter. Des civils et des militaires continuent et continueront donc de mourir. En juillet dernier, le président ukrainien souhaitait que la Russie participe au prochain sommet pour la paix, et récemment, c'est le chancelier allemand qui défendait aussi cette idée. Oui, de toute évidence, il faut aller vers la paix, on le souhaite tous, le plus rapidement possible, mais sans négliger les conditions essentielles pour qu'elle soit durable. La paix amènera la reconstruction matérielle et la reconstruction psychologique et sociale des citoyens. Nous avons un rôle certain à jouer dans l'aide à apporter pour favoriser cette reconstruction de la vie humaine. Monsieur Heilbronn, vous avez par ailleurs parlé à plusieurs reprises d'une autre dimension de la reconstruction qui s'articule autour de la perspective de l'entrée dans l'Union européenne de l'Ukraine et donc d'une reconstruction aux normes et selon les standards européens. Il existe donc différentes dimensions de l'aide à la reconstruction apportée par la France à l'Ukraine. Pourriez-vous, s'il vous plaît, aujourd'hui nous donner plus de détails concernant la hiérarchisation et la temporalité de ces reconstructions ?
Nous souhaitons que notre commission soit également systématiquement le lieu de la vulgarisation des actions de la France à l'étranger pour nos concitoyens, car ces derniers se posent souvent la question de l'utilité d'une reconstruction en période de guerre, notamment dans un contexte de difficultés budgétaires qui plus est, devrait s'amplifier l'année prochaine. De plus, nous pouvons parfois lire ici ou là que l'Ukraine est et sera un marché prometteur pour les entreprises françaises. En début d'année, le Premier ministre japonais soulignait que la contribution japonaise n'était, ouvrez les guillemets, pas seulement un investissement pour l'avenir de l'Ukraine, mais aussi un investissement pour le Japon lui-même. Dans une interview datée d'un peu moins d'un an, vous affirmiez en ce qui vous concerne qu'il était important d'organiser l'aide internationale pour qu'elle ait un impact maximum en évitant doublons et inefficacité. Dans ce cadre, pourriez-vous nous dire comment s'articule cette aide avec les autres pays dans ce contexte et quelles discussions sont menées avec eux? Et d'une manière purement comptable et sans être cynique, pourriez-vous nous communiquer une estimation des bénéfices que les entreprises françaises pourraient réaliser grâce à nos investissements en faveur de l'Ukraine? Merci par avance. Merci. Monsieur l'envoyé spécial. Merci beaucoup, monsieur le député. Alors, sur ce que vous avez évoqué sur l'horizon européen, je crois que c'est vraiment, ça place la France dans une situation différente des États-Unis ou du Japon, parce qu'on a une responsabilité particulière aussi d'accompagner l'Ukraine dans ce chemin européen. Je crois que j'ai évoqué le fait qu'on le faisait, et je crois à la fois sur le portage du message sur les réformes prioritaires du côté ukrainien en matière de transport, d'agriculture. Et c'est un travail quotidien qui doit être mené, et à mon avis une responsabilité particulière pour un pays qui est un pays fondateur de l'Union européenne. Sur la vulgarisation, ou en tout cas la communication sur l'impact des différentes dimensions que je vous ai évoquées, je crois que il faut vraiment le faire au niveau local et chacun d'entre vous a une responsabilité importante. Moi-même, quand je vais dans chacune des régions, je suis frappé par le fait que vous voyez beaucoup d'entreprises qui sont intéressées par contribuer, à la fois en termes de solidarité, mais également en termes de marché. Juste pour vous prendre un exemple, on a finalement, avec l'aide de l'État, conclu un contrat entre Sarstal, qui est une entreprise que vous connaissez bien, qui est à Hayange, et les chemins de fer ukrainiens. C'est un contrat qui doit permettre la fourniture de 25 000 tonnes de rails, 150 km de voies ferrées. C'est la création de 60 emplois sur le site de Hayange, 8% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Et il y a à chaque fois que je vais dans un département ou une région, je vois des exemples justement de ce type. Je crois qu'il faut arriver à les multiplier en utilisant et en vulgarisant aussi la boîte à outils que je vous ai évoquée en termes d'assurance et de garantie de BPI, d'accès au fonds bilatéral. Le fonds bilatéral qu'on a signé en juin, donc il est très récent, on a déjà 3 fois sursouscrit, en fait, avec des projets de PME françaises, le montant de 200 millions d'euros. Ça veut dire qu'il y a vraiment un appétit, un intérêt des PME françaises sur l'ensemble du territoire, sur les secteurs que je vous ai évoqués, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut arriver sur des projets de renouvelables, d'économie circulaire, et quelquefois très innovants. Et ils seront choisis également au regard d'une grille de critères en prenant en compte ces objectifs. Merci beaucoup. Pour le groupe du Rassemblement national, Alexis Joly. Merci, Monsieur le Président et Monsieur l'envoyé spécial. Nous sommes ici pour débattre de la reconstruction de l'Ukraine, mais qui ne pourra avoir lieu qu'après la signature d'un accord de paix que nous appelons évidemment de nos vœux. Nous souhaitons évidemment qu'un accord soit durable et qui évite un redémarrage du conflit ou de sa poursuite de façon larvée avec des séquences successives entre phases de tension et phases de guerre ouverte. De plus, la question de la reconstruction ne revêt pas seulement des aspects humanitaires, mais également de très importants enjeux économiques. Et il faut regarder les faits avec lucidité. Les États-Unis sortent évidemment renforcés de cette guerre sur le plan de leur industrie de défense, puisqu'ils fournissent de nombreuses armes à l'Ukraine, mais ils sont également en très bonne position pour procéder à la reconstruction du pays via leurs puissantes entreprises de BTP et leurs importants fonds d'investissement. A contrario, l'Europe apparaît affaiblie suite à cette crise avec de nombreux drames humains, des vies détruites, mais également une inflation considérable sur les denrées alimentaires et évidemment un choc économique massif. Dernier exemple éloquent, la fermeture d'une usine Volkswagen en Allemagne du fait de la hausse des coûts de production.
Et ce choc économique est directement dû à la hausse des coûts de l'énergie elle-même engendrée par le tarissement de l'approvisionnement en hydrocarbures bon marché russe, remplacé par les très onéreux GNL américains. Il est donc essentiel que l'Europe et la France, particulièrement du fait de son engagement, puissent sortir par le haut de cette crise, notamment sur le plan économique, avec la reconstruction du pays. Et il faut éviter que cette reconstruction devienne un poids supplémentaire insoutenable pour les peuples européens. Évidemment, nous pouvons sur ce plan-là être particulièrement inquiets puisque la présidente de l'Union européenne et son entourage ne semblent pas, par le passé, avoir correctement défendu les intérêts de l'Europe lorsque ces intérêts dissonnaient avec les intérêts économiques américains, comme en témoigne d'ailleurs le rapport Draghi. L'Ukraine n'est pas dans l'UE et nous considérons qu'elle n'a pas vocation à y rentrer, même si elle reste notre voisin dans un espace européen commun. Et nous ne souhaitons donc pas que la corruption vienne détourner les moyens publics et privés alloués, et ce au détriment de la population. Et d'autre part, nous souhaitons que cette reconstruction et les contraintes des bailleurs internationaux ne viennent pas spolier un peuple qui a déjà trop souffert et que l'Ukraine devienne la proie de grands groupes étrangers. Je souhaite donc comprendre comment la France va se positionner vis-à-vis de cette reconstruction pour laquelle elle doit être un acteur de premier plan et quelle est votre stratégie pour éviter que notre pays finisse encore le dindon de la farce. Je vous remercie. Merci, monsieur l'envoyé spécial. Merci beaucoup pour cette question. Je crois que notre stratégie, c'est d'abord la stratégie de discuter avec les Ukrainiens de ce dont ils ont vraiment besoin et quelles sont leurs aspirations. Et ils l'ont exprimé, je crois, très clairement. C'est les valeurs européennes, c'est les valeurs que nous représentons collectivement. Et je crois que ça, c'est un élément qu'il ne faut pas oublier, également quand on parle d'aide à l'Ukraine. L'Union européenne a été moteur, leader dans cette aide. On parle beaucoup des États-Unis, mais regardez les chiffres. L'Union européenne a été le premier soutien de l'Ukraine depuis le début du conflit. Et c'est notre responsabilité. Et également, c'est également une opportunité. Et il ne faut pas non plus considérer que l'opportunité que représente également économiquement pour l'Europe d'avoir un acteur qui assure et qui contribue à la souveraineté économique, alimentaire, sécuritaire de l'Union européenne, ils doivent être intégrés. Et c'est des éléments qui sont des atouts, des opportunités pour l'Union européenne sur la scène internationale. Enfin, quand on dit c'est les Américains qui ont la plus grande part. Je vous ai évoqué, par exemple, cet investissement d'1 milliard d'euros de Xavier Niel en Ukraine. Il n'y a pas un investissement américain qui a eu lieu dans les 15 dernières années de cette ampleur. Ça montre qu'il y a quand même des entreprises européennes, et je le vois, allemandes, italiennes, françaises, qui ont la capacité de se dire il y a une vision industrielle que nous souhaitons développer. L'Ukraine a également parmi les meilleurs ingénieurs et les meilleurs techniciens dans la tech du monde, avec la Silicon Valley, les Israéliens et quelques autres. Et donc, ce qui est important, et en tout cas mon objectif, c'est que les entreprises françaises aussi soient au rendez-vous de ces opportunités et qu'on ne se retrouve pas dans 5 ou 10 ans en train de se lamenter sur le déclin français ou le déclin européen, alors que tout, ou en tout cas beaucoup, est entre nos mains et entre les mains de nos acteurs économiques. Merci. Benjamin Haddad pour le groupe Ensemble pour la République. Merci, Monsieur le Président, d'avoir organisé cet échange et je voudrais vraiment saluer le travail et l'engagement, la détermination de l'envoyé spécial dans cette mission qui est, vous venez de le dire, et je crois que c'est important de le souligner, qui est primordial pour la défense de nos intérêts. C'est une opportunité économique, c'est un intérêt en termes de sécurité, évidemment, de défendre l'indépendance et la souveraineté des Ukrainiens, c'est la stabilité du flanc est de l'Europe, mais ce sont aussi des opportunités sur le plan économique, sur le plan alimentaire, sur le plan agricole pour notre continent, de accompagner l'Ukraine dans sa reconstruction et dans son adhésion à l'Union européenne. Beaucoup de sujets qui ont déjà été abordés. Je voudrais quand même souligner ce qu'ont dit certains de mes collègues sur la frilosité des entreprises françaises à s'engager. Je sais que vous emmenez régulièrement des entreprises sur le terrain, mais quand on constate les chiffres, on voit quand même certains de nos voisins qui sont plus implantés au niveau privé, hein, j'entends. Moi, je voudrais vous interroger rapidement sur 2 points. Le premier, c'est revenir sur la question des avoirs gelés. Je voudrais juste vraiment comprendre exactement où nous en sommes aujourd'hui
Est-ce que, à minima, les intérêts donc des avoirs gelés de la Banque centrale russe ont bien été saisis, puisque je sais qu'il y a eu accord, est-ce qu'ils ont bien été saisis? Quelle est la temporalité donc de cette question de près de 50 milliards? Si je comprends bien, ces 50 milliards doivent s'appuyer sur les 3 milliards par an, entre 3 et 5 milliards comme un collatéral et remboursement d'intérêts. Donc où en sommes-nous? À quel moment est-ce que les Ukrainiens peuvent espérer recevoir ce prêt de 50 milliards, puisque vous avez dit vous-même qu'il y avait encore des débats sur l'utilisation de ce prêt de 50 milliards. Et je voulais vous interroger, alors je sais que ça dépasse le cadre de votre mission, mais je voudrais quand même vous interroger sur l'aide militaire, puisqu'il n'y aura pas aussi de reconstruction si les Ukrainiens ne sont pas en capacité de pouvoir se défendre et reconquérir leur territoire. Nous avons voté à l'Assemblée nationale il y a quelques mois un pacte de sécurité qui parlait d'un soutien militaire qui irait jusqu'à 3 milliards d'euros en 2024. Est-ce que vous pouvez nous donner une indication du chiffre où nous en sommes aujourd'hui? Et dans ce cadre, est-ce que le deuxième fonds de soutien militaire de 200 millions a-t-il été épuisé par les Ukrainiens? Merci beaucoup. Merci, monsieur l'envoyé spécial. Merci beaucoup. Juste sur frilosité française, puisque vous l'évoquez, je crois que ça dépend beaucoup des entreprises. Les grandes entreprises qui ne sont pas actuellement en Ukraine sont généralement assez prudentes. Les PME, c'est pas du tout le cas. Et les entreprises qui y sont déjà, évidemment, développent. Ils sont toutes restées depuis le 24 février en Ukraine et ils ont plutôt développé leurs activités. Donc je crois qu'il y a un peu une typologie à faire. Sur les avoirs gelés et leur activation, sur les intérêts, donc on est arrivé à un accord au niveau européen pour dire qu'on confisque, enfin on saisit, et au-delà du gel, les intérêts des 207 milliards d'euros qui sont à Euroclear. Cet argent est versé dès 2024, donc il y a eu 1,4 milliard qui ont été versés en juillet, 90% pour du militaire, 10% pour du civil, et le solde sera versé dans les mois qui viennent de cette année. Donc c'est 3 milliards et demi chaque année, selon des hypothèses de taux d'intérêt, dans les prochaines années, et avec ce dispositif que vous avez évoqué, qui permet d'ailleurs aux Ukrainiens d'acheter du matériel européen, français, puisque une partie de cette somme-là, évidemment, a été 300 millions d'euros déjà, donc c'est quand même des sommes importantes, a fait l'objet d'achats d'équipements par les Ukrainiens de matériel d'entreprises françaises dans le secteur de la défense. C'est très lié également à la deuxième question, c'est-à-dire l'étape d'après et votre question sur l'aide militaire, parce que nous avons potentiellement 20, 30, 40 milliards d'euros, selon les hypothèses finalement de position américaine dans le dispositif des 50 milliards, qui vont d'une certaine manière être disponibles entre les mains des autorités ukrainiennes pour acheter, pour dépenser, en l'occurrence, soit financer des dépenses de fonctionnement, des civils, soit militaires. Et une des grandes questions au niveau européen, ça sera dans quelles conditions, dans quel cadre. Pour l'instant, la Commission n'a pas encore soumis sa proposition de règlement, elle devrait le faire là dans les heures qui viennent, qui permet de dire à quel niveau on s'engage. Ça dépend également d'une discussion avec les Américains sur le partage de risques entre les Européens et les Américains disant « je ne peux pas passer devant le Congrès et donc vous devez modifier votre régime de sanctions des entités sous-jacentes et de la Banque centrale russe qui allonge l'horizon de gel des avoirs au-delà de 6 mois, et ça doit être à l'unanimité, donc c'est un débat compliqué au niveau européen qui va avoir lieu dans les semaines qui viennent, avec un seul pays bien identifié qui pour l'instant refuse cette idée. Et évidemment, s'ils refusent cette idée, ça veut dire que c'est nous qui prenons tout le risque et que les Américains prennent 0 risque, puisqu'ils essaient de couvrir en fait le fait qu'un jour, à 10 ans, à 20 ans, le sous-jacent du prêt de 50 milliards disparaîtrait. Et donc ça, c'est une discussion euro-américaine, mais également après au niveau européen, pour savoir également sur ces 20 milliards, 30 milliards, 40 milliards, quelle est la part militaire et quelle est la part civile. Et quel est également le degré aussi de contrainte, ou en tout cas d'encadrement,
qu'on met avec nos amis ukrainiens sur l'utilisation de ces fonds, conditionnalité en l'occurrence. Donc les deux sujets sont intimement liés et doivent faire l'objet d'un accord rapide, puisque au niveau européen, la fenêtre pour faire une aide macrofinancière du fait du cadre financier pluriannuel, c'est le 31 décembre 2024. Donc on est cette idée aussi qui a été beaucoup poussée par les Américains liée à leur cycle électoral, en fait, est contraint également juridiquement du côté européen. Merci beaucoup. Nous passons aux prises de parole individuelles, en commençant par Marc de Florian, suivi de Liliana Tanguy pour 1 minute. Merci, Monsieur le Président, Monsieur l'envoyé spécial, Mesdames, Messieurs. Depuis le 24 février 2022, la France se tient donc aux côtés de l'Ukraine et lui apporte son soutien économique, militaire et diplomatique. Elle se tient prête, comme les autres pays, à participer à la reconstruction d'une Ukraine abîmée par plus de 2 années d'invasion. L'ambition française de contribuer à cette reconstruction est noble et les efforts ukrainiens ne pourront que bénéficier de notre expertise nationale. Le choix de Kiev, notamment de confier à des acteurs français la reconstruction du réseau de télécom, est un grand motif de satisfaction. Mais le conflit n'est pas terminé et les négociations de paix sont incertaines. L'Ukraine affronte des défis majeurs en termes de corruption qui continuent d'affecter la bonne gouvernance du pays. Les différents projets que vous avez lancés ou que vous serez amenés à négocier revêtent une double importance. Cruciaux pour l'Ukraine, ils ne le sont pas moins pour la France, pour laquelle il s'agit d'un engagement financier conséquent. Monsieur l'envoyé spécial, quels sont donc les mécanismes en place pour garantir l'efficacité de la destination des fonds dans le double contexte 1. De la poursuite du conflit et 2. De la corruption endémique? Je vous remercie. Merci. Monsieur l'envoyé spécial. Je crois qu'il y a d'abord une évaluation du risque de corruption qui est réalisée par les entreprises qui investissent évidemment en Ukraine. Et je suis sûr que Xavier Niel y a consacré un peu d'énergie. Il y a l'effort également en termes de puissance publique que nous apportons pour améliorer également le contexte de corruption, de transparence et de climat des affaires. Juste pour rappel, parce que c'est quand même important, l'Ukraine est sur une dynamique où elle a amélioré son classement de manière importante au cours des dernières années. Vous pouvez dire on est très loin des standards européens, mais elle est passée dans les classements Transparence internationale de 144e à 104e. Il y a des pays de l'élargissement, la Turquie, la Bosnie, qui sont derrière l'Ukraine en termes de climat des affaires. Et je crois que c'est important pour ne pas voir toujours le verre à moitié vide et ne pas pointer également les améliorations également. Enfin, je crois que ce travail, il doit être réalisé avec les entreprises, également avec les bailleurs multilatéraux, parce qu'eux-mêmes ont une capacité de protection, en fait, de par leur importance systémique en Ukraine, de certaines tentations qui peuvent exister et qui malheureusement existent dans beaucoup d'autres pays au monde. Donc je crois que la BERD également, du fait de la qualité de sa signature et de son poids systémique dans le pays, est un des grands remparts également contre pour en fait une plus grande transparence de la vie publique. Merci beaucoup. Liliana Tanguy, puis Pascal Gaud. Merci Monsieur le Président. Monsieur l'envoyé spécial, permettez-moi de saluer votre action importante pour accompagner l'Ukraine sur le chemin de l'adhésion à l'Union européenne à travers sa reconstruction. Et vous l'avez dit, la France dispose d'expertise reconnue dans de nombreux domaines, et en particulier dans le secteur agricole, notamment avec la présence de Lactalis. Alors, vous l'avez également mentionné que la reconstruction de l'Ukraine devra se faire selon les normes européennes et les standards européens. Et alors, c'est cette question qui pose un peu problème dans les territoires où le secteur agricole est important, comme par exemple dans ma circonscription du Finistère. C'est une question sensible puisque les agriculteurs craignent, avec l'intégration de l'Ukraine, qu'il y ait une agriculture à 2 vitesses et qu'une concurrence déloyale s'installe au sein de la PAC. Donc, comment peut-on limiter ce risque afin de rassurer nos agriculteurs? Je vous remercie. Merci, monsieur l'envoyé spécial. Je crois d'abord d'être très transparent et
et ferme avec nos amis ukrainiens quand on leur parle de réforme. Et je dois dire je connais ce pays depuis 7 ou 8 ans. Il n'y a jamais eu autant de réformes réalisées depuis le début de l'invasion à grande échelle. Et j'ai eu de nombreuses discussions avec le président actuel et le président précédent sur les réformes. Il faut mettre ça en perspective, également parce que, évidemment, à la fois l'engagement du processus d'élargissement permet d'être plus exigeant de la part des Européens vis-à-vis des autorités ukrainiennes, et que par ailleurs, financièrement, évidemment, l'Ukraine dépend très largement de l'aide internationale et de l'aide européenne. Donc, l'importance des standards européens dans le domaine agricole, mais également dans d'autres, est évidemment fondamentale. Et je crois que la perspective même d'une intégration aux politiques communes, évidemment, soulèvera la question de la réforme des politiques communes, par exemple sur le plafonnement des aides de la PAC. Je crois que tout le monde en a bien conscience. Et entre-temps, nous sommes battus, et comme vous le savez, pour quand il y avait des problèmes de distorsion de concurrence, de les traiter au niveau européen, notamment à travers la mise en place du mécanisme de frein d'urgence pour l'avoine, le sucre, les œufs par exemple, qui n'a pas été activé pour l'instant parce qu'il n'y a pas eu de documentation d'une distorsion de concurrence. Mais je crois qu'on a toujours indiqué qu'on ne tremblerait pas si une déstabilisation du marché européen sur ces produits était avérée. Et je crois que ça fait partie aussi d'un dialogue que j'ai eu, que Marc Fesneau a eu, et que sans doute le futur ministre de l'Agriculture aura avec son homologue ukrainien, qui est nouveau, puisque comme vous le savez, il a été nommé il y a 10 jours, sur les standards et les conditions également d'accès au marché intérieur pour les produits agricoles. Merci. Pascal Gau, puis Astrid Panosyan. Oui, Monsieur Heilbronn, dans quelle mesure et dans quel domaine l'aide et la reconstruction actuelle accompagnent-elles et voire même accélèrent les réformes qui permettront à terme à l'Ukraine d'adhérer à l'Union européenne? Merci. Monsieur l'envoyé spécial. Je crois dans tous les domaines. Par exemple, en matière énergétique, en une nuit, en fait, le réseau ukrainien a été synchronisé à la plaque européenne et électrique après l'attaque du 24 février. Dans ce domaine énergétique, l'Ukraine est plutôt en avance par rapport à beaucoup d'autres pays, processus d'accession, en termes de reprise de l'acquis. La même chose en matière numérique. L'Ukraine est en avance dans un certain nombre de domaines par rapport à, y compris des pays européens. Donc je crois que dans ces domaines-là, c'est un élément important. Dans d'autres domaines, retard. D'ailleurs, je vous ai évoqué les ETI, enfin les experts techniques internationaux qu'on déploie pour les aider à rattraper également ce retard et les appuyer dans cette reprise de l'acquis qui est indispensable. Mais en matière de transport, la question est également, les autorités ukrainiennes sont très engagées en matière énergétique, en matière de santé, je parlais ce matin avec le ministère chargé de la protection sociale, c'est également, même dans les domaines sociaux, il y a déjà ce travail en cours. Ce qui d'ailleurs peut conduire aussi de l'inquiétude dans d'autres pays qui sont dans le processus d'accession, qui quelquefois sont en retard par rapport à l'Ukraine, alors même que l'Ukraine s'est vue octroyer le statut de candidat et ouvrir les négociations beaucoup plus récemment. Donc il y a cette dialectique à gérer également dans la durée, mais en tout cas, soyez sûrs que c'est des domaines qui sont vraiment pris en compte très sérieusement par les Ukrainiens. D'ailleurs, la vice-première ministre chargée de l'intégration européenne est maintenant chargée de la justice, qui est un domaine évidemment où il y a là en revanche un travail extrêmement important à mener, mais à la fois à travers notre aide et à travers l'exigence sur la nécessité de réforme, exigence qu'on exprime également avec nos autres partenaires européens, mais au sein de la plateforme justement que j'évoquais, G7, il y a une dialectique à mon avis qui est capable également de soutenir les attentes de la société civile ukrainienne, comme je vous l'ai dit, qui sont extrêmement exigeantes sur la trajectoire européenne de l'Union et ce qu'elle veut dire en termes de transformation du pays. Merci. Astrid Panosyan, puis Nicolas Dragon.
Merci, Monsieur le Président, Monsieur l'envoyé spécial. Merci pour tout ce que vous faites. On sait combien la tenue des infrastructures civiles est finalement essentielle aussi à l'effort de guerre et aussi au plan moral pour le peuple ukrainien dans l'épreuve qu'il traverse. Vous avez beaucoup mentionné la question de la conditionnalité des aides. Vous avez beaucoup mentionné les réformes, mais j'aimerais avoir plus de précisions sur quelles sont ces conditionnalités et quelles sont ces réformes. Et également, on a parlé de corruption. On sait que la question de la corruption est aussi un obstacle parce que au climat des affaires. Alors, ça peut aussi être facturé dans le cost of doing business, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose. Mais on parle aussi, ça, j'ai envie de dire, c'est presque, ce serait internalisé par les agents privés, ce serait leur affaire. Mais quand on parle de fonds publics, je pense que la question de la corruption devient du pays récipiendaire devient encore plus importante. Merci pour ces précisions, Monsieur l'envoyé spécial. Merci. La lutte contre la corruption qui est par ailleurs l'un des préalables à l'adhésion à l'Union européenne. C'est un des domaines d'ailleurs qui a fait l'objet du plus avancé au cours des dernières semaines et des derniers mois, lié à l'ouverture, par exemple le rétablissement également des déclarations d'intérêt des parlementaires ukrainiens et des hauts dirigeants de ce pays. Ça a été également une exigence qui a été assumée, beaucoup poussée par la société civile et mise en œuvre par le président Zelensky. Les conditionnalités en matière civile, elles sont toutes, quasi toutes, en tout cas au niveau européen, dans le plan Ukraine qui a été discuté, adopté, endossé par le Conseil de l'Union européenne et proposé par les autorités ukrainiennes. Il est en ligne, il est très très détaillé avec des objectifs annuels et infra-annuels sur les réformes qu'il doit faire, leur mise en œuvre, le contrôle qui est réalisé de manière très étroite à la fois par la Commission européenne mais également par nos amis américains qui sont... Et un des travaux importants que on a à faire et que j'ai à faire, c'est un peu que les conditionnalités se collent bien entre ce que demandent les Américains et le Congrès, les Japonais et les Européens. Mais je crois que la matrice, elle est quand même européenne et tous les autres pays du G7 non européens considèrent que l'ancrage européen de l'Ukraine fait que cette matrice de conditionnalité et de réforme est essentielle. Enfin, sur la corruption, je l'évoquais au début, il y a également... des moyens pour également réduire potentiellement le champ. Je pense que la digitalisation numérique est un instrument extrêmement important. Par exemple, la numérisation des appels d'offres des collectivités locales est un des éléments extrêmement importants, qui est d'ailleurs considéré comme infrastructure en avance par rapport à celle de la plupart des pays de l'Union européenne. Donc je crois que c'est un des moyens. Après, il y a la sélection des... le capital humain, ou la sélection des juges, sur lequel la France est très engagée à travers Expertise France, pour que des gens intègres soient ceux qui à la fois jugent, qui fassent de la médiation, qui gèrent les procédures également à la fois au niveau local et au niveau national. Ça, c'est un travail évidemment qui prend du temps, et on le sait même dans les pays de l'Union européenne, c'est un défi, même quand on y est entré, de le faire vivre dans la durée. Mais je crois que toutes les entreprises, y compris américaines, japonaises, que je vois, considèrent que l'élément de transformation en fait, de l'Ukraine, c'est quand même ce dialogue exigeant lié au processus d'élargissement de l'Union européenne. Merci beaucoup. Nicolas Dragon. Merci, Monsieur le Président Barrot, Monsieur l'envoyé spécial, mes chers collègues. La France dispose d'un fonds de financement de projets de reconstruction des infrastructures critiques ukrainiennes, doté, selon l'accord du 7 juin 2024, d'un montant de 200 millions d'euros. Vous indiquiez le 21 décembre 2023 devant le groupe d'amitié France-Ukraine de l'Assemblée nationale que vous souhaitiez engager dès à présent la reconstruction de l'Ukraine, quand bien même le conflit fait encore rage et que des infrastructures continuent d'être frappées au quotidien. J'aurai 3 questions sur le sujet. En premier lieu, car cela n'apparaît pas dans la documentation mise à disposition par la Direction générale du Trésor, pourriez-vous nous indiquer quelles sont les zones aujourd'hui concernées par les aides françaises et pouvez-vous nous éclairer sur la façon dont elles sont délimitées avec le conflit ? Avez-vous connaissance de projets qui ont été financés puis atteints par les changements géographiques du conflit ?
Et enfin, le Fonds français dit Ukraine et le plan européen redressement et reconstruction de l'Ukraine qui promet une équipe Europe coexistent. Comment s'articule l'aide française avec l'aide européenne qui, il faut le rappeler, est notamment financée par la France, pays contributeur net. Merci. Je vous remercie. Monsieur l'envoyé spécial. La complémentarité de l'aide française et de l'aide européenne fait partie évidemment des sujets prioritaires que j'ai à traiter et que j'ai eu à traiter. Et c'est bien dans cet esprit qu'on a défini par exemple le mandat de l'AFD, c'est-à-dire sur du prêt à des collectivités locales sans garantie souveraine, ce que ne fait ni l'Union européenne, ni aucune agence bilatérale dans l'Union européenne, puisque la KfW, pour prendre un exemple allemande, ou la BEI, le fait toujours en demandant l'octroi d'une garantie de l'État ukrainien. Donc cette complémentarité, elle est indispensable dans la définition de nos instruments. Ceci dit, l'aide, le fonds que vous évoquez, a été construit justement à partir d'un constat que nous n'avions pas un instrument en don, contrairement à beaucoup d'autres pays du G7, qui permettaient d'accompagner les entreprises françaises en Ukraine. Et donc c'est fort de ça qu'on essaye de faire de l'Ukraine, d'une certaine manière, le laboratoire de ce nouvel instrument qui a un horizon de déploiement plus rapproché, évidemment, que l'AFD ou que des grands projets d'infrastructure de la BEI. Donc c'est vraiment la prise en compte de ce que vous disiez, c'est-à-dire complémentarité, additionnalité, mais également travail dans des zones, évidemment, qui sont bien protégées militairement en termes de défense aérienne, comme la région de Kiev, mais il y a beaucoup d'autres régions en Ukraine. Merci, monsieur l'envoyé spécial. Notre pays soutient le peuple ukrainien depuis le premier jour et continuera à le faire aussi longtemps que nécessaire par votre action, celle de votre équipe. Vous contribuez à rendre ce soutien tangible, concret, à lui donner un visage humain. Merci d'avoir accepté de vous présenter devant nous ce matin au sortir de l'avion de retour de Kiev. Nous vous souhaitons plein succès et pleine réussite dans votre mission si importante dans les mois et les années qui viennent. Merci à vous-même. Merci à vous tous. La séance est levée. Merci.